And thinking more about it, it seemed to me that the G7 meeting in Biarritz was like looking into a museum of the past big players, excluding the new big players as a matter of deliberate policy. A relic, in other words, a relic of a unipolar world which existed, historically speaking, only briefly and no longer exists at all. China is the most populous country in the world. China is either the biggest or the second biggest economy in the world, the biggest army in the world, an absolute giant. What madness is this not to want to hear from them? Russia is the biggest country in Europe. Moscow is the biggest city in Europe. Russia is at the heart of many of the great issues currently being played out in the world. What madness is that to keep them out of the G7? Vous avez récemment annoncé la suspension des actions militaires de grande envergure en Syrie. Et tous espèrent maintenant un règlement politique. Vous en avez parlé au forum du Club Valdai. Vous avez dit que la Syrie pourrait effectivement devenir un vrai exemple de comment résoudre ce genre de conflit. Pensez-vous qu'on puisse parler de règlement politique alors que des États étrangers tels que les États-Unis, la Russie, la Turquie et l'Iran sont toujours présents en Syrie? Y a-t-il, malgré les conditions de cette zone instable, l'espoir d'une stabilité en Syrie? Il faut garder espoir. L'espoir, c'est ce qui meurt en dernier. Je suis tout à fait d'accord avec vous quant au fait que tous ceux qui sont présents sur le territoire d'un État étranger, en l'occurrence ici la Syrie, de manière illégitime, doivent quitter son territoire. Cela s'applique à tous les États. Si les futures autorités légitimes de Syrie disent qu'elles n'ont plus besoin de la présence des forces militaires russes, alors bien sûr, cela s'appliquera également à la Fédération de Russie. Aujourd'hui, nous débattons de cette question de manière absolument ouverte avec tous nos partenaires. Les Iraniens, les Turcs. Nous en avons également parlé à maintes reprises avec nos partenaires américains. Et j'ai déjà dit ouvertement à mes homologues ce que je vais vous dire. Le territoire syrien doit être libéré de toute présence militaire étrangère et l'intégrité territoriale de la Syrie doit être pleinement rétablie. Pourquoi la France retirerait-elle ses forces spéciales au lieu d'obtenir, fût-ce militairement, que l'armée turque nous respecte et cesse de nous agresser? Avez-vous convoqué l'ambassadeur de Turquie en France et que vous a-t-il dit pour expliquer l'agression contre nos forces spéciales, pourtant parfaitement localisées par l'armée turque? Quel sens la France donne-t-elle à sa participation au commandement militaire intégré de l'OTAN quand un de ses prétendus alliés frappe nos positions militaires en Syrie? Monsieur le Premier ministre, notre pays veut voir sa parole et ses armes respectées. Notre pays veut que les Kurdes, qui sont leurs alliés, soient sains et saufs. Raison pour laquelle le moment n'est-il pas venu d'exiger qu'à l'avenir, comme une garantie, les Kurdes soient associés à toutes les discussions internationales sur l'avenir de la région? Est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà, les Kurdes sont les grands perdants de cette affaire, Olivier Piot? Alors moi, je ne crois pas, justement. Ah bon? Non, je pense que... C'est une voix dissonante en ce moment. Oui, j'ai été dans cette région depuis 2005, à la fois dans le Kurdistan iranien, irakien, turc, syrien, 2 fois. Et je crois qu'on est dans un système où la fin programmée de Daesh ouvre une stratégie de reconstruction de cette zone, avec d'un côté ce qu'ont prétendu incarner les États-Unis et l'Europe, et le protocole d'Astana de l'autre, avec l'Iran, la Turquie et la Russie. Ce qui est en train de se dessiner, c'est une amorce de reconstruction possible de cette zone sur la base d'une liquidation des situations d'avant. Qui va s'occuper
des combattants de Daesh. Jusqu'ici, c'était les Kurdes. Est-ce que la Russie va s'en occuper? Est-ce que Damas va s'en occuper? Est-ce que M. Erdogan va s'en occuper? On va voir. En tout cas, il y a clairement la volonté de neutraliser cette question de l'autonomie revendiquée par les Kurdes depuis 4 ans de le nord du pays. Le général disait, je ne vois pas Bachar al-Assad laisser la porte ouverte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La reconstruction d'une Syrie fédérale avec une Russie qui explique à ces deux acteurs, alliés aujourd'hui, hostiles entre eux, M. Erdogan et M. Bachar al-Assad, on ne peut pas nettoyer l'ensemble du nord de la Syrie. On peut faire revenir des réfugiés arabes syriens de Turquie. On peut recréer une forme de ceinture arabe, comme l'avait fait le père de Bachar al-Assad dans les années 60. Mais tout ça ne peut se faire qu'en laissant des concessions d'autonomie. Il y a plusieurs variantes d'autonomie. Vous avez la variante de la Catalogne, la variante suisse, la variante irlandaise qu'il y a eu à une époque, la variante irakienne. Après tout, si c'est un facteur de reconstruction et de stabilisation de cette zone dans les États, avec le respect des frontières des États actuels, puisque c'est ça que M. Poutine cherche à réinstaller, je pense que les Kurdes ont peut-être plus de chances d'avoir un scénario sur leurs revendications via cet axe qu'ils l'ont espéré des États-Unis et des Européens jusqu'ici. Tout ça est atroce. Mais ce qui est peut-être pour nous tous, ce qui devrait le plus nous indigner, c'est que ça a été fait avec la bénédiction de l'Amérique, des droits de l'homme et de la démocratie. C'est ça qui est ahurissant dans ce scénario, qui est, je crois, sans précédent. Un tel lâchage en race campagne de gens qui sont nos amis, nos alliés, qui se sont battus pour nous. C'est ça les Kurdes, c'est des hommes et des femmes qui se sont battus pour nous et souvent sans nous pour sauver nos valeurs communes. De les lâcher ainsi, sans préavis, est une chose qui n'a pas de nom. Et vous savez, la géopolitique, bien sûr que c'est des choses abstraites, des calculs d'état-major, mais c'est aussi des choses très simples. La loyauté, la parole donnée, la fraternité. Trump dit ce sont des guerres séculaires, ils sont toujours détestés de toute façon, laissons-les se battre ensemble. Mais Trump est un imbécile. Trump est un imbécile et un ignorant. Là, il ne s'agit pas de guerre séculaire, il s'agit de nos meilleurs alliés. Il s'agit des femmes et des hommes qui ont fait qu'on a failli vaincre Daesh, parce qu'aujourd'hui Daesh est en train de relever la tête. L'un des résultats de cette offensive turque, bénie par les États-Unis et acceptée par l'Europe, c'est que Daesh est en train de renaître. Daesh a de nouveau pignon sur rue aujourd'hui dans cette partie de la Syrie. Alors la nouveauté de ces dernières 24 heures, c'est l'armée syrienne qui arrive en soutien des Kurdes. Accord qui doit, j'imagine, nous apparaître contre nature. Les Kurdes qui en sont réduits à faire appel à ce criminel de guerre que vous dénoncez. Bien sûr, mais vous savez, j'ai entendu, comme tous ceux, comme vous sûrement, cet appel du commandant en chef des forces du Rojava, M. Kobani, qui a dit, entre le compromis et le génocide, je choisis le compromis. Que voulez-vous faire? Compromis, c'est avec Bachar al-Assad. Compromis avec Bachar al-Assad. Vous avez affaire... Il fait partie de la solution aujourd'hui? Non, mais vous avez en face de vous l'une des plus puissantes armées du monde. L'armée turque, c'est une armée puissante. C'est la deuxième armée de l'OTAN après l'armée américaine. En nombre de soldats, oui. En nombre de soldats et en équipement. En équipement de toute nature, extrêmement sophistiqué. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez votre peuple mourir? Vous les laissez aller à l'abattoir? Se faire hacher menu? Ben non, vous faites alliance avec le diable. Alors on peut, nous, depuis notre fauteuil à Paris, trouver ça répréhensible. La vérité, c'est que je me mets à la place de ces commandants du Rojava. Il n'y a pas d'autre solution pour sauver les femmes et les enfants. Là, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Je vous montre ce tweet. Excellente nouvelle, l'armée syrienne va défendre son pays. Non. La France doit les aider. Non. L'armée syrienne, je ne suis pas d'accord avec ça. L'armée syrienne, c'est-à-dire l'armée de Bachar al-Assad, s'est rendue coupable de crimes inouïs. Il n'est pas question d'aider Bachar al-Assad, il n'est pas question de le relégitimer. Par contre, je comprends la réaction des hommes qui, sous le feu, sous les canons, sous les bombes des avions, disent, pour sauver ce qui reste à sauver de cette partie du peuple kurde, ben, on prend la main qui se tend. Et c'est ainsi, bien sûr. Mais il ne s'agit pas pour autant de redonner un brevet de bonne conduite ou un brevet de vertu à ce chef d'État crapuleux et assassin qu'est Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, Daesh, Erdogan, c'est du pareil au même. C'est une espèce de gang qui prend cette pauvre Syrie, ces pauvres populations civiles et ce pauvre peuple kurde, martyrisé depuis des décennies, en tenaille. C'est ça la réalité. L'impuissance. Avez-vous une vision de l'avenir politique de la Syrie et du rôle de la Russie dans ce contexte? Vous savez,
Seuls les Syriens peuvent répondre à cette question. C'est la question la plus compliquée. J'espère que cela ne sera pas réglé par la force des armes, ni par des conflits armés ou par une guerre fratricide, mais par des négociations entre eux, comme je l'ai déjà mentionné, à Genève. Et la première étape, c'est bien sûr de travailler sur la loi fondamentale du pays, c'est-à-dire la Constitution, soit sur des amendements, soit sur une nouvelle Constitution. Il ne fait aucun doute que les intérêts de tous les groupes ethniques et religieux doivent être garantis. Les gens doivent comprendre qu'ils vivent dans leur propre pays et bénéficient de la protection de ce pays et de ses lois. Cela concerne les sunnites, les chiites, les alaouites, aussi bien que les chrétiens. En effet, la Syrie a toujours été un État multiconfessionnel et peut en être fier. Seuls des insensés pouvaient lancer une telle campagne de massacre, comme l'ont fait les groupes terroristes en Syrie. Je le répète, ça ne sera pas simple. C'est un processus compliqué, mais il est selon moi réalisable. Savez-vous ce qui me fait voir les choses de manière positive? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup reviennent dans leur foyer. Des milliers de personnes rentrent de l'étranger ou d'autres territoires syriens, sur leur terre d'origine, dans leur foyer. C'est un signe certain que les gens font confiance à la situation actuelle, aux garanties fournies par l'État et aux pays garants présents sur place. Je suis heureux de constater que les gens en Syrie ont une grande confiance dans les militaires russes, notamment dans notre police militaire. La police militaire qui œuvre en Syrie et qui le fait avec honneur est composée en grande partie de soldats originaires du nord du Caucase. Ils sont tous de confession musulmane. Et les habitants locaux s'adressent à eux pour obtenir une protection. J'en ai des exemples concrets, et il est tout à fait encourageant de noter cela. Mais certainement, pour que la situation se stabilise vraiment, et pour qu'elle reste stable à long terme, il faut que les gens s'entendent. Une mauvaise paix vaut toujours mieux qu'une bonne guerre. Prévue au Stade de France, la rencontre France-Turquie, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020, fait l'objet d'un branle-bas de combat politique. La célébration militaire des joueurs turcs lors de leur victoire contre l'Albanie vendredi dernier provoque une vive polémique depuis ce week-end. Sur fond d'opérations militaires turques en Syrie, la connotation politique de ce geste laisse peu de place au doute. Les réactions sont multiples, notamment dans la classe politique française. Sur Twitter, le hashtag Annulation Match Turquie a pris de l'ampleur ce lundi. Jean-Luc Mélenchon ou encore le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, l'ont notamment relayé. Si les footballeurs turcs font des saluts militaires, ils doivent s'attendre à être traités comme les militaires d'une armée ennemie. On ne joue donc pas au foot contre eux. La base de l'esprit sportif n'est plus là. Avec ce salut militaire, l'équipe de football turque a hélas brisé la frontière qui doit séparer le sport de la politique. On ne peut décemment accueillir demain au Stade de France ceux qui saluent le massacre de nos alliés kurdes. Moi, je demande solennellement, pour des raisons de sécurité, d'annuler ce match. Ce match peut porter en lui des dangers, des menaces. Politiquement, je trouve que on devrait faire un geste. Ça serait un coup de tonnerre dans l'impuissance où nous sommes. Il y a un moment, les Français doivent savoir s'ils veulent se défendre ou s'ils veulent continuer à être le paillasson de la Turquie. Et annuler le match aurait un retentissement mondial. Si on est capable d'assister à ce match France-Turquie comme si de rien n'était, alors là, je peux vous dire une chose, cela veut dire qu'on serait tel Ponce Pilate et on aurait du sang sur les mains. Comment expliquer ce soutien qui semble inconditionnel, y compris chez les sportifs turcs qui soutiennent donc leur président Olivier Pio? Il y a un nationalisme en Turquie très fort.
Et je pense que la figure de M. Erdogan l'incarne sous sa version la plus de volonté de puissance, de redonner à la Turquie. N'oublions pas que c'est un pays où l'Europe a fini par tourner le dos à l'intégration à l'Union européenne. Un pays qui aujourd'hui se retrouve avec une puissance économique, même si la période est un peu délicate, beaucoup plus forte qu'il y a 15 ou 20 ans. Un allié qui a aussi une volonté de puissance et qui s'affirme dans cette région, surtout le Moyen-Orient. Et je crois que le poids, encore une fois, de ces 3,5 millions de réfugiés syriens arabes, imaginons l'effet qu'a sur la vie politique française le discours sur quelques dizaines de milliers de réfugiés. Bon. Alors, 3,5 millions, je crois qu'on sous-estime, en termes de politique intérieure, la pression que ça donne à la vie politique turque. Général François Chauvency, le mot de la fin pour vous. Vous êtes étonné justement de ce soutien parce que, vu de France, c'est toujours deux lectures. Voilà, nous, ce sont les cris d'orfraie, tout le monde condamne et les Turcs, eux, semblent complètement faire corps avec leur président et la politique d'Erdogan. Il y a deux points de vue. Il y a le point de vue du sport d'un côté et le point de vue politique. Bon, ce qui a été évoqué il y a quelques instants, effectivement, le nationalisme turc existe et à force de rejeter le nationalisme chez nous, on finit par plus comprendre celui des autres. Mais en revanche, je connais la région. J'ai tourné des films au Kurdistan irakien. J'ai filmé ces combattants, j'ai filmé les positions de Daesh et je connais pas trop mal le rapport de force. La réalité d'aujourd'hui, c'est que vous avez en effet des milliers de djihadistes, parmi lesquels des centaines de djihadistes européens, parmi lesquels certainement des Français, qui sont à partir d'aujourd'hui entre les mains soit d'Erdogan, qui est un frère musulman, soit depuis quelques heures de Bachar al-Assad. On sait déjà qu'au début de la guerre contre les civils, pas guerre civile, la guerre contre les civils déclenchée par Bachar, le premier acte de Bachar al-Assad avait été d'ouvrir les prisons et de libérer, de renvoyer dans la nature des djihadistes qui étaient ses partenaires naturels. Aujourd'hui, on est face à la même situation. Les djihadistes qui sont en mesure de revenir en Europe, semer la terreur, ils sont aujourd'hui ceux qui ont les clés de leur libération éventuelle. C'est d'un côté Erdogan, de l'autre Bachar al-Assad. Cette situation-là, elle est terrifiante. Voilà, je pense que pour tout le monde, elle est terrible et c'est l'une des conséquences de cette histoire. On sait que les États-Unis ont déjà exfiltré plutôt les criminels parmi les plus dangereux. Est-ce que c'est le cas également de l'Europe, selon vous, Olivier Pillot ? Je crois que les Kurdes sont dans une logique de survie depuis cette attaque turque. Donc aller leur reprocher, alors qu'ils ont combattu, comme on le sait, depuis des années, ils ont été le fer de lance de la lutte contre l'État islamique, aller leur reprocher aujourd'hui de ne plus avoir pour priorité de maintenir dans les camps ou dans les prisons les ex-combattants emprisonnés de l'État islamique, je trouve que c'est un peu hypocrite. Maintenant, c'est aussi un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que de l'Europe, on a l'impression que toutes les déclarations sont prioritairement sur la menace du retour des djihadistes. La doctrine et les flux de migrants également. Oui, mais la doctrine française qui a été affirmée là-dessus il y a déjà un bon moment, qui consiste à dire ces combattants ressortissants français qui ont rejoint Daesh seront jugés et détenus sur place, ce qu'on a fait en Irak, aurait dû s'accompagner depuis 2 ans d'une priorité diplomatique et politique en se disant ce sont les Kurdes qui les détiennent, aidons les Kurdes à jouer ce rôle, notamment face à la menace turque. Donc maintenir cette doctrine alors que les Kurdes de Syrie sont devant une question de vie ou de mort, je trouve que c'est un peu curieux de la part de notre ministre des Affaires étrangères. Pourquoi les efforts de nos partenaires américains et de leurs alliés n'ont-ils toujours pas produit de résultats tangibles? Parce qu'il est toujours difficile de mener un double jeu, dire qu'on lutte contre les terroristes et en même temps essayer de se servir d'une partie d'entre eux pour faire avancer ses pions au Proche-Orient et servir ses intérêts, a déclaré Vladimir Poutine. La joie dans les rues de Quito. Après une longue journée de discussion, le gouvernement équatorien a finalement décidé d'abroger son décret controversé. Il faut se mettre immédiatement au travail pour que les conditions qui ont été fixées débouchent sur des accords pour un nouveau décret. Un décret qui permet de fournir des ressources à ceux qui en ont le plus besoin. Les opposants à ce décret qui supprimait les subventions au carburant dénonçaient ses effets disproportionnés sur les plus pauvres. Quoi de plus violent que de remplir le réservoir de votre tracteur pour $20 et de devoir payer $45 le lendemain?
Cet argent était destiné à la scolarité de vos enfants et maintenant, vous ne l'avez plus. Le texte avait provoqué d'importantes manifestations dans le pays ces 2 dernières semaines, le plongeant dans le chaos. En réponse, le président Moreno avait imposé un couvre-feu dans la capitale, placé sous contrôle militaire. Un couvre-feu défié par les manifestants ce dimanche. De nouveaux heurts ont encore éclaté entre la police et les manifestants. Question, Raphaël, qu'est-ce qui se passe maintenant en Équateur? Bon, merci beaucoup pour cette opportunité. Bonjour à tous. Et c'est, si tu veux, la phase finale d'une accumulation de facteurs, bien sûr. Hein, c'est un gros problème à la fin. Ça s'appelle, on l'appelle en espagnol, en Équateur, paquetazo. Ça veut dire c'est un programme d'ajustement du Fonds monétaire, mais des mesures politiques, économiques très fortes. Le Fonds monétaire international. Bien sûr. Celui qui a déjà mis à genoux le gouvernement nos pays. A trahi. On a gagné les élections. Mais Moreno nos a tout à fait trahi, a détruit la démocratie. Ça, c'est difficile de comprendre ici, parce qu'il n'existe pas. C'est comme si le Parti socialiste gagne les élections, mais il va suivre les programmes politiques des nationalistes flamands. C'est plus ou moins ça. Donc, ce n'est pas possible. Et les gens peut-être en train de rigoler. C'est exactement ça qui est arrivé en Équateur. Et c'était toujours comme ça, plusieurs fois. Donc, ce n'est pas la démocratie. Donc, ils ont trahi la démocratie. Au début, il était tout à fait manipulé par les médias. Les médias sont complices du gouvernement. Mais petit à petit, ils se sont rendus compte que toutes les choses sont en train de changer, que le pays fait marche arrière, l'économie est en très mal état. Et finalement, le programme avec le Fonds monétaire, personne n'a voté pour le Fonds monétaire. Et par exemple, la libération du prix de l'essence, que c'est très important pour l'Équateur. Et ça fait éclater des protestes très forts, comme jamais on a vu, au moins pendant les dernières décennies. ¡Hijo de puta! ¡Lo mataron! ¡Hijo de puta! ¡Lo mataron! ¡Cógele, cógele, cógele! ¡Médico! ¡Médico! ¡Médico, no! ¡Llévale, llévale, llévale! ¡Bajémosle, bajémosle! ¡Bajémosle, bajémosle! ¡Bajémosle, bajémosle! ¡Médico! ¡Médico! ¡Hijo de puta! Esto es tiranía. No, él lo que nos está haciendo a nosotros es matar, regar nuevamente la sangre de nuestros indígenas, de nuestros runas. Que ya se vayan todos estos millonarios. Que nos dejen en paz a nosotros los indígenas, porque con estas manos trabajamos día a día para nuestros hijos. Universidades, ahora mis hijos no van a poder estudiar. Yo venía caminando y la gente me quedaba viendo como el peor bicho. Eso nos van a hacer ahora, si es que este Lenin sigue aquí en este pueblo. Ya no le queremos, que se largue este hijo de puta. ¡Que se largue! Raphaël, en 2 mots, qu'est-ce que cette femme disait? Bon, elle est remplie de la haine parce que la répression était brutale. Ils ont le droit de résister. C'est un droit constitutionnel, hein, le droit à la résistance, de résister les mesures économiques du Fonds monétaire qui vont en plus mettre beaucoup de gens dans la pauvreté, et notamment parmi les Indiens. Mais elle aussi reconnaissait qu'avec notre gouvernement était tout à fait différent. Et ça, c'est un bon échantillon de ça que les bases indiennes pensent. Parce qu'il faut avoir très clair, les dirigeants indiens étaient avec le gouvernement, sont encore avec le gouvernement. Ils appuient le gouvernement à l'Assemblée nationale. Ils n'ont jamais voulu la démonstration. C'est les territoires qui se sont organisés. Il avait déjà des protestes. C'est la base. La base. Il avait déjà des protestes en ville, non? Des gens qui habitent en ville. Et finalement, ils n'ont jamais, après toute cette répression, jamais dit fuera Moreno fuera, comme criaient les gens dans les rues. Fuera Moreno fuera, dehors Moreno dehors. Mais non, il faut laisser tomber les décrets, l'ordre présidentiel d'augmentation des prix de l'essence, et c'est tout. C'est tout. Après tout ça qu'on a vu, ils ont détruit le pays, tout à fait. Et que les mesures sont retirées. Je ne suis pas d'accord, les mesures sont retirées, mais à ce moment-là, le problème, ce n'est pas les mesures.
on a un programme économique dans le cadre du Fonds monétaire, on a un gouvernement d'extrême droite, personne n'a voté pour un gouvernement comme ça, avec l'appui de toutes les élites racistes. Il y a eu beaucoup d'expressions racistes pendant ces protestes. Les Indiens sont des voleurs, ils ne travaillent pas, etc. Il y a eu des morts, il y a eu des milliards de blessés, milliards d'arrêtés. Et donc la solution c'est, non, faire marche arrière dans l'ordre présidentiel pour l'augmentation du prix de l'essence. C'est pas de tout ça. C'est que la dirigeance indienne, que c'est pas le seul groupe pour faire la proteste. Il y a eu des citoyens métis, il y a eu des gens, des jeunes, des étudiants, etc. Mais était le groupe le plus fort, ne voulait pas déstabiliser le gouvernement, c'est tout. Donc, ils ont accordé ça. Non, si vous faites marche arrière avec l'ordre présidentiel, c'est fini, c'est fini. On n'a plus de gouvernement, on a un président criminel. On continue à imposer un programme d'extrême droite, le Fonds monétaire est encore là, personne n'a voté pour ça, et continue la persécution politique, mais contre les coréistes, dont je me fous pas mal. Me rappelle, vous, qu'est-ce que disait Bertolt Brecht, non? D'abord, c'était les communistes, après, c'était moi-même. Tout à fait. J'imagine que ça doit être dur, triste pour toi, de voir le pays où tu t'es battu pendant des années pour la justice et de voir ce qu'il est devenu. La solution, Correa président? J'ai très mal au corps, très mal au corps. C'est le moment le plus dur de ma vie parce que c'est Lénine, Voltaire, Moreno, ou comment détruire un pays en 12 années. 12 ans. C'est incroyable. Comment un incapable, mais en plus un traître, un malhonnête, peut détruire un pays qui allait si bien. On était l'exemple, on était appelés les jaguars, on dit en français, de l'Amérique latine. Les miracles latino-américains. Parce que les pays avaient de la croissance économique. Et on était les champions régionaux pour la diminution de la pauvreté, la diminution de la inégalité. On a fini mon mandat parmi les 3 pays les moins inégaux, parce qu'on est encore beaucoup inégal, fort inégal, de l'Amérique du Sud. Avant, on était parmi les 3 plus inégaux. Donc, il y a eu des changements historiques. Comment on peut l'appeler, traître, bien, pour détruire tout. La solution, les gens qui nous écoutent, s'il y a des Équatoriens, bon, on peut pousser pour avancer les élections, parce que le pays n'a pas de gouvernement, c'est fini. Ils ont perdu toute légitimité. Ils vont continuer à commander, à ordonner, basé sur la force. Ce n'est pas la démocratie. Mais si on doit attendre jusqu'en 2021 qu'il y a des élections générales, la meilleure arme, c'est le vote. Il faut voter pour récupérer la patrie. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas important. Si je dois être candidat, je ne peux pas être candidat à la présidence, ils m'ont inhabilité. C'est tout à fait inconstitutionnel. Les Indiens, la dirigeance indienne a appuyé tout ça. Appuyé, hein? Mais en tout cas, je peux être vice-président pour le Parlement, etc. Si je dois y être, je devrais y être. En tout cas, l'important, c'est voter pour le progressisme, pour ce miracle pendant 10 ans, pour récupérer la patrie. Donc, les gens ont parmi leurs mains la réponse. Les coups étaient immenses, les mal qu'ils ont fait. Mais on peut récupérer la patrie avec ton voix, avec les élections. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on voit l'ensemble de l'Amérique latine, il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, on était très optimiste. Puis ça a reculé. Le Brésil, l'Argentine perdu. Le Nicaragua, le Venezuela ont été fort attaqués, mais résistent. Et là, maintenant, la protestation de l'Équateur, ça veut dire qu'on pourrait de nouveau être optimiste et reprendre courage pour l'Amérique latine? 2012, 2002, 2014 était l'époque d'or de l'Amérique latine. Jamais on a eu des années avec tellement de prospérité. Pendant que l'Europe était en crise, pendant que les États-Unis étaient en crise, l'Europe avait de la croissance économique négative, l'Amérique latine avait de la croissance économique, mais avec réduction de l'inégalité. Alors justement, c'est ça la question. Avec réduction de la pauvreté. Si on aggrave la pauvreté, on provoque la crise. Mais il avait perdu le pouvoir. Et c'est ça que les élites latino-américaines ne peuvent pas accepter. Ils nous ont dominés. Pourquoi tu crois qu'on est sous-développé? Parce que les pouvoirs étaient toujours dans les mains des élites. Et les élites s'en foutent pas mal de la prospérité. Ils essaient d'entretenir les rapports verticaux sociaux, ¿no? Pour continuer à dominer et pour se sentir supérieurs aux autres. Ça, c'est les élites
les élites latino-américaines. Donc, ils l'ont perdu avec nous, avec Lula, avec Evo Morales, avec Chávez, avec Cristina, avec Correa. Ils l'ont perdu pour la première fois, peut-être dans l'histoire, leur pouvoir. Le pouvoir politique, mais pas le pouvoir économique, justement. Pas le pouvoir réel, parce que ça, c'est autre chose importante. Oui. Gagner les élections en Amérique latine ne veut pas dire gagner le pouvoir. Voilà. Une démocratie doit être soutenue sur les pouvoirs des gens. Ça, c'est pas vrai en Amérique latine. Et là-bas, comme le cas de Moreno, pour maintenir le pouvoir, c'est suffisant avoir, ça s'appelle en espagnol, factores réels de poder, des facteurs réels de pouvoir. Ça veut dire le pouvoir médiatique, avant tout, pour manufacturer concept, pour manufacturer des consommateurs, okay? Le pouvoir économique, le pouvoir militaire, policier, et même le pouvoir religieux, les évêques et tout ça. Donc, ils se soutiennent pour ça. Okay? En tout cas, je te disais, ils ont vu qu'ils ont perdu le pouvoir. Les États-Unis ont vu qu'ils étaient en train de perdre l'Amérique latine. Donc, ils l'ont préparé. Ça, c'est une stratégie régionale. C'est pas il y a eu des choses nouvelles et très intelligentes. Hein? Le coup d'État juridique, tout ça. Les lawfare, la persécution judiciaire. C'est pas maintenant que je te torture, je te fais disparaître. Non, non. Ça peut inspirer d'autres gens. Non, je dis que tu es corrompu. Et avec tous les médias, tous les jours que tu es corrompu. Jamais il y a de preuves. Jamais. Mais tu es corrompu. Et finalement, quand un juge lâche va te condamner, tout le monde va applaudir parce qu'on a condamné les corrompus, sans aucune preuve. J'insiste sur ce point du pouvoir économique. Ça veut dire que si on veut que l'Amérique latine redémarre et qu'elle fasse encore mieux que la période 2002-2014, ça veut dire qu'il y a un problème à analyser. Comment on va contrôler mieux l'économie pour... Est-ce qu'on a fait très bien? Chez nous, on a fait très bien. Non, on a eu beaucoup de prospérité, beaucoup de services publics, parce que ce n'est pas seulement la croissance économique, attention. Oui, mais le peuple n'a pas Pérou a beaucoup de croissance économique. Mais ça va, les bénéfices vont à très peu de gens au dehors du pays. Non? Donc, c'est la croissance économique avec l'action collective, ça avait un important rôle de l'État pour améliorer la vie de tous. Et c'est clair, ça. Et même si on tombe pour un gouvernement de gauche, par exemple, j'ai presque triplé les salaires minimums. Mais les bénéfices des entreprises ont plus que triplé. Donc, comme tu peux imaginer, s'ils ont fait tout le monde bien pendant mon gouvernement, qu'ils soient contre moi. Parce que tous les classes... les États-Unis derrière? Non. C'est parce que c'est la logique, c'est pas la logique des business. C'est la logique du pouvoir. Il n'est contrôlé par le gouvernement. Donc, c'est les mêmes élites qui ont les entreprises. La même logique comme consommateur, c'est croire supérieur aux autres. Maintenir les rapports verticaux pour dominer les autres, ils l'appliquent quand ils gèrent leur entreprise. Il faut tenir le pouvoir. Voilà. Et comme ça, ils vont continuer à nous dominer. Bien, je regarde les questions que nous avons reçues. Albert demandait, que peut-on attendre maintenant? Je ne pense pas que Moreno va changer de politique. Est-ce que les gens sont démobilisés ou ils attendent de voir ce qui se passe? C'est la question d'Albert. Il y a beaucoup de démobilisation, ça c'est un piège, c'est un piège, parce que, comme je te dis, c'est pas maintenant, ce moment-là, dire que tous les problèmes c'est faire marche arrière d'une décision présidentielle, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Non? Le gouvernement est détruit, les pays est détruit, la cohésion sociale est détruite. Un président avec 4%, 6% de soutien populaire ne peut pas continuer au gouvernement. Il y a la sortie constitutionnelle, démocratique, pacifique, c'est avancer des élections. Il sait bien qu'il devrait peut-être faire ça. Mais d'abord, il faut nous éliminer nous. Parce qu'il sait que si on peut participer, on va emporter les élections. Marie demande où en sont les syndicats, de quel côté ils sont. Ils ont participé à la proteste, mais ils ont soutenu le gouvernement. C'était terrible. D'abord, ils sont infiltrés pour les États-Unis, pour la CIA, tous. Non? Mais, deuxième chose, l'ennemi était nous, parce qu'on a gagné tout. Il avait des excès, parfois, par exemple, la dirigeante de l'Indienne, ça s'appelle CONAIE, ce n'est pas la seule organisation indienne, il y a 4, mais c'est la plus importante, avait l'éducation bilingue. L'éducation pour les plus pauvres. C'était terrible.
tout était de la politique, était de pire qualité. Donc, il condamnait les propres frères, si tu veux, à la pauvreté éternelle. Parce que pour sortir de la pauvreté, d'abord, de bonne éducation. Donc, on a repris ça comme on devait, parce que c'est l'État le responsable. On a fort amélioré, mais ils sont allés à cause de ça à l'opposition. Donc, plus ou moins la même chose pour des syndicats, quelques syndicats, même si on a fait beaucoup d'avance, on dit? Oui, des progrès. Des progrès dans le secteur laboral. Par exemple, on a éliminé la terciarisation. Quand on est arrivé, tu pouvais engager un travailleur, mais ce n'était pas toi, ton entreprise. C'était une tertiaire entreprise. Une méthode qui se répand beaucoup en Europe. Europe. De responsabilité. On a éliminé tout ça, on a fort amélioré les salaires, etc. Mais beaucoup de dirigeants étaient contre nous parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir, ils avaient perdu le pouvoir. Bon, pour ces gens-là, les ennemis, c'est nous. Donc, ils ont soutenu le gouvernement, ils continuent à le soutenir. Même si c'est un gouvernement d'extrême droite, même si les fonds monétaires du pays, même si c'est un, comment on dit, vassal des États-Unis, ils continuent à soutenir le gouvernement. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Un message pour les gens qui nous regardent ici, en Belgique, en France, dans le monde. Bon, il faut se tracasser un peu quand même. Hein. Malheureusement, le même problème, mais beaucoup plus grave chez nous. Hein. Mais vous avez des similaires problèmes quand même avec les médias. Si ce n'est pas le Venezuela, si ce n'est pas Hong Kong, pour être contre la Chine, ce n'est pas une nouvelle. Les morts, les grèves, les protestes, ça suffit. Il faut avoir, c'est le double standard. Il faut avoir une seule morale. En Équateur sont arrivées des choses très graves. Il y a des morts, il y a des centaines de milliards de blessés, il y a des milliards d'arrêtés, il y a la persécution politique, il y a des prisonniers politiques. La démocratie est tout à fait détruite, mais pour l'Europe, ce n'est pas un problème. Il s'agit quand même d'exiger que seulement la pression internationale peut protéger les gens en Équateur. Donc voilà, ça c'est clairement un appel à notre rôle en tant que citoyen pour jouer un rôle actif dans l'information et obliger à ce que l'information circule.